Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être ici avec nous pour cette... on approche de la fin du festival, pour parler des monstres cachés de la cryptozoologie, avec un spécialiste du monstre du Loch Ness, du calmar géant, du serpent de mer et autres Bigfoot et Yeti. Et on en oublie plein parce que c'est pour citer les plus monstrueux. Et donc en la personne de Benoît Grison, à côté de moi, qui est biologiste, sociologue des sciences et qui travaille en sciences cognitives à l'université d'Orléans. Tout à fait. Au CNRS ? Non, à l'université. À l'université. Oui, à la fac de sciences. Ouais. Voilà. Donc ce sera essentiellement lui qui va vous parler aujourd'hui, mais ce sera sous forme d'un petit échange. Ah oui. Voilà. C'est Et donc, bien sûr, la première question, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est que cette cryptozoologie ? En quoi elle se différencie de la zoologie traditionnelle ? Alors, la cryptozoologie, je vais peut-être en décevoir certains, c'est pas une discipline scientifique. C'est un objet d'étude qui est à l'interface de la zoologie la plus classique et de l'ethnologie, de l'étude des croyances, etc. C'est d'ailleurs tout ce qui fait son intérêt quand elle est pratiquée sérieusement. Parce que vous avez aussi ce que j'appelle la pop cryptozoologie, pour laquelle j'ai une affection de second degré, mais là vous avez tout un tas de gens, disons, fantaisistes, et je suis gentil, qui voient des dinosaures escapés partout, des tigres à dents sabres qui gambadent en Afrique encore aujourd'hui, etc. Voilà. Mais dans une approche qui, moi, m'intéresse, celle des sciences, c'est un croisement disciplinaire. Dans certains cas, ces animaux problématiques dont l'existence est souvent contestée, peuvent se révéler de chair et de sang, et je vous citerai un certain nombre d'exemples. Dans d'autres cas, ça reste des objets culturels et légendaires qui sont tout à fait passionnants. Et au tout début du diaporama, oui. Nous avons donc un super portrait de Bernard Revelmans, ça doit être, je pense, ici. Voilà. Et donc Bernard Revelmans, c'est ce zoologiste franco-belge qui, le premier, s'est penché sérieusement sur cet objet d'étude. Alors, je ne dis pas que je serais toujours d'accord avec les conclusions qui étaient les siennes, surtout que c'était il y a des décennies de ça, mais c'était quelqu'un d'intéressant parce qu'il essayait de sortir un peu de leur enfer scientifique, ces animaux problématiques, et de traiter ça avec un œil de zoologiste. Et moi, j'ai toujours été sensible à ça, parce que c'est ma formation initiale, la zoologie. Après, lui-même, parfois, se perdait un petit peu dans le dédale de la cryptozoologie, mais comment pas s'y perdre avec des hypothèses qui sont révélées fragiles ou erronées. Mais bon, ça, c'est aussi le mouvement des connaissances. Mais il a eu le mérite d'essayer de traiter rationnellement ce sujet-là, voilà, qui va des serpents de mer aux céphalopodes géants, en passant par des animaux beaucoup plus prosaïques, une loutre supposée inconnue, un nouveau bovidé qu'on découvre au Vietnam et qui est de grande taille, etc. Mais on va parler de tout ça avec Franck et vous-même. Alors peut-être avant de parler des espèces qui nous échappent encore, peut-être que tu pourrais nous parler d'un exemple d'une espèce qui est restée longtemps légendaire, énigmatique, un mythe, jusqu'à ce que finalement, par cette démarche-là, on lui mette le grappin dessus. Oui, bien sûr. En fait, l'exemple prototypique, c'est le calmar géant, bien sûr. Et le calmar géant, donc on peut effectivement... un peu plus vers la droite, voilà, on est carrément là au cœur du sujet avec cette dia-là. Alors, le calmar géant, longtemps, ça a été quoi ? Ça a été le kraken. Le kraken, légende scandinave du haut Moyen-Âge, c'est un être avec plein de bras. Alors, les anciens scandinaves n'étaient pas d'accord pour dire si c'était un crabe géant, parce que kraken, c'est une forme de krabben, ou si c'était un céphalopode géant, dirait-on en langage moderne. Mais en tout cas, ils étaient d'accord pour dire que c'était un être menaçant, qui connaissait sur les côtes de Scandinavie, et ça j'y reviendrai, et qui était susceptible de carrément naufrager un certain nombre de bateaux. Alors eux, ils étaient plus modestes que dans le légendaire du 19e siècle. Pour eux, c'était les bateaux de pêche qui risquaient beaucoup avec le kraken. Mais en fait, le kraken, peu à peu, est sorti des limbes du mythe parce qu'on a compris que
un des animaux à l'origine de l'imaginaire du kraken. Il y avait aussi des invertébrés marins, notamment des crustacés, mais de taille assez modeste. Mais l'animal qui était au centre du mythe du kraken et qui l'avait en partie généré, c'était le calmar géant qui s'échoue régulièrement sur les côtes scandinaves parce qu'il y a des hotspots d'échouage liés au courant marin du calmar architotis et il a quelques lieux d'échouage de prédilection, si j'ose dire, c'est-à-dire la Scandinavie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Japon. Bon. Et c'est quoi pour un zoologiste moderne le calmar géant qui a été décrit seulement en 1857 ? C'est quand même le plus grand céphalopode au monde. Pour les femelles qui sont un peu plus grandes que les mâles, c'est un dimorphisme sexuel inversé, ça arrive dans la nature. C'est pas toujours les mâles qui l'emportent en termes de taille, en tout cas. C'est 17 mètres pour certaines femelles, record, de la pointe du cornet, comme on dit, jusqu'aux deux plus grands tentacules, les fouets, avec un globe oculaire qui à ce moment-là peut atteindre 25 cm. Et quelle est l'utilité du développement d'un organe aussi coûteux pour la sélection naturelle ? C'est assez simple. C'est suivre la phosphorescence des sillages de cachalots qui sont environnés par une multitude d'organismes. Parce que le cachalot, c'est l'ennemi numéro 1 du calmar géant et il essaie de le boulotter. C'est pas comme dans la littérature de l'imaginaire. Donc c'est pas sa proie quand même, c'est le contraire. C'est le cachalot qui mange le... C'est ça. Voilà, exactement. Alors qu'on aimerait bien imaginer le contraire. Au mieux, le calmar géant s'en tire avec une amputation ou plusieurs amputations. Et d'ailleurs, ces tentacules se régénèrent très très lentement. Bon, et bien ça, c'est seulement au 19e siècle qu'on s'est aperçu que c'était le fondement réaliste de la légende du kraken. Et je ne vous dis pas les malheureux baleiniers, on en parlait un peu ce matin dans une table ronde, qui disaient avoir assisté à ces combats, étaient pris pour au mieux des alcooliques, au pire des affabuliteurs chroniques. Voilà. Et là, effectivement, on a une belle photo de calmar géant japonais, tel qu'il a été immortalisé dans son milieu naturel pour la première fois par un océanographe qui s'appelle Kubodera. Et ceci au milieu des années 2000. Et Kubodera a une idée authentiquement cryptozoologique, c'est que tous ses collègues avaient essayé, notamment avec des soucoupes plongeantes, de flasher le calmar géant en action. Il n'y était pas arrivé. Lui, il a recueilli des témoignages de pêcheurs japonais pendant à peu près 15 ans. Il faut dire qu'il s'était facilité par son travail dans les pêcheries, en tant que biologiste marin, des pêcheries japonaises d'État, parce qu'il était notamment inspecteur des pêches, etc. Je passe. Et peu à peu, il s'est aperçu qu'il y avait un archipel, Sigawara, où il y avait une forte concentration d'échouages signalés qui avait souvent échappé aux scientifiques. Il s'est dit, c'est là qu'il faut plonger, et il a pu le photographier, il a pu le filmer. Et à droite, en beaucoup moins bon état, plus du tout in situ, plus du tout dans le milieu naturel, c'est un autre grand calmar, un peu moins grand, c'est-à-dire que les plus grands spécimens, c'est 10 mètres, mais plus lourd, 500 kilos, qui ne vit que dans le Pacifique Sud, dans l'hémisphère sud, et qui s'appelle le calmar à griffes, Mesinicototis, et lui, ses ventouses sont largement remplacés par des crochets. C'est très impressionnant aussi. Et il a des combats, lui, non pas du tout avec le cachalot, mais avec certains requins qui finissent en général par le boulotter. Voilà. Donc il y a plusieurs espèces de calmar géant. Tout à fait. Et quand c'était encore un mythe, avant qu'on puisse donner la preuve des très grands spécimens, est-ce qu'on connaissait déjà ces espèces dans des formats plus petits ? C'est-à-dire est-ce que l'espèce en elle-même était connue, mais on ne connaissait pas les plus grands représentants ? Non, pas du tout. Alors c'est aussi un des problèmes, c'est-à-dire que pour un spécialiste des mollusques du 19e siècle, jusqu'à 1857, le fait que des pêcheurs, parce qu'il y avait aussi des pêcheurs du littoral, le fait que des baleiniers racontent qu'ils avaient vu des calmars qui outrepassaient 10 mètres, qu'ils avaient vu des empreintes de ventouses sur les cachalots, et à l'époque il n'y avait pas de photographie, qui étaient énormes, c'était incrédible, parce qu'on ne connaissait pas les intermédiaires de taille à l'époque. Et les intermédiaires de taille, d'ailleurs, ils existent, d'autres espèces, mais c'est des espèces plutôt abyssales, ou de grande profondeur bathypélagique comme le calmar géant. Donc ça paraissait incrédible à tous les niveaux. J'ajoute que vraiment l'origine du kraken, c'est avant tout l'architotis, c'est-à-dire le plus grand des deux calmars géants, parce que lui on le trouve partout dans le monde et il s'échoue. Le calmar à griffes s'échoue beaucoup moins à cause de son écologie, et beaucoup plus rare et limité à l'hémisphère sud. Ouais. D'accord. Et alors du coup,
J'ai vu que récemment que chez Picard, on pouvait acheter des tronçons de calmars géants. Est-ce que c'est une de ces espèces ? Eh bien non, malheureusement. J'ai pas mal d'amis qui m'ont écrit là-dessus. En fait, c'est ce qu'on appelle, parce que le terme calmar géant est très trompeur, hein. Le calmar de Humboldt, qui est un grand calmar qui fait 2 à 3 mètres et qu'on trouve notamment en Californie, mais pas que. Plus haut. Maintenant, on le trouve beaucoup en Californie, même au large de l'Amérique du Sud, parce qu'il descend de plus en plus loin. C'est une espèce opportuniste qui en remplace d'autres. Et puis, il s'étend vers le nord avec le réchauffement climatique. Avec le réchauffement, d'accord. Ouais. Très bien. Donc, est-ce qu'on a fait le tour du calmar ? Oui, alors la dia suivante est intéressante pour nous parce que quand on aime la littérature, les littératures de l'imaginaire, le cinéma de SF ou qui tourne autour de tout un tas de créatures mythiques, eh bien, il y a la pieuvre géante. Bon. Alors, une mauvaise nouvelle, c'est que la seule pieuvre géante qu'on connaisse à ce jour, c'est celle qui est à droite. Et c'est ce qu'on appelle Enteroctopus. C'est une grande pieuvre du Pacifique qui fait quand même dans les 9 mètres d'envergure pour les plus grands spécimens. 5 mètres quand on la prend non déployée, de profil si j'ose dire, du haut de la pointe de la tête jusqu'à l'extrémité d'un tentacule. Bon, effectivement, c'est quand même un animal qui est important en envergure. C'est un animal puissant qui tue des requins, ça on le sait maintenant. Ça a pu donner lieu à certaines légendes parce qu'il est très agressif, ce qui est rare de la part d'un poulpe vis-à-vis des plongeurs, y compris des pêcheurs polynésiens qui autrefois plongeaient en apnée, etc., qui pouvaient se faire agresser. Mais c'est la seule grande pieuvre qu'on connaisse. Et à gauche, là, on est dans la confusion parce que la cryptozoologie, c'est souvent pas mal d'erreurs et pas mal de confusion. Vous avez un énorme cadavre de 20 tonnes qui s'est échoué en 1896 en Floride, à Saint-Augustine, donc une petite station portuaire. Et en fait, il y a un grand spécialiste des calmars géants, Verrill, qui était un des premiers à avoir travaillé sur les calmars géants après leur découverte, qui s'est précipité là-bas, parce qu'un naturaliste amateur lui avait dit « cette fois-ci, c'est une pieuvre géante ». Et Verrill a publié un article, il a dit « oui, c'est une pieuvre géante qui est énorme ». Qui fait 20 tonnes. Après, il y a eu des spéculations. Est-ce qu'elle a été portée par des courants venant des Caraïbes ? C'était déjà l'idée de Verrill. Et finalement, il s'est rétracté dans un second temps. Il a dit « ça n'est que du lard de baleine ». Bon. Et en décomposition. Et effectivement, il avait raison parce qu'on a retrouvé dans les années 1890 au Smithsonian les bocaux des échantillons qu'il avait utilisés pour conclure que c'était des blubbers, du lard de baleine, et bien les cachalots, parce qu'il s'agissait d'un cachalot, quand je disais baleine c'est au sens large, quand ils se décomposent, prennent parfois des drôles de formes poulpesques. Et voilà, d'où le monstre de Saint-Augustine qui était censé être un truc énorme, avec une envergure, semble-t-il, d'une 15aine de mètres, tenez-vous bien. Non, c'est un cachalot décomposé. Mais qu'est-ce qui a déchiqueté cette baleine ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a mariné pas mal de temps, ce cachalot a mariné pas mal de temps dans des eaux peu profondes, et puis a fini par atterrir sur la plage, sur le littoral. D'habitude, un cachalot, quand il se décompose, je pense que certains d'entre vous le savent, il tombe dans des grandes profondeurs, et là, il devient la base d'un écosystème. Parce qu'il y a tellement d'invertébrés qui vont se nourrir de lui, ou se nourrir d'autres invertébrés qui viennent se nourrir de la carcasse. Là, c'est un peu particulier. Et au Chili, en 2004, il y a eu un échouage du même type, avec le même type de décomposition. Et on a vu se reproduire le même schéma. Alors ça, les confusions récurrentes en cryptozoologie, c'est courant. C'est-à-dire que la presse chilienne a dit, il y a des gens, des pêcheurs qui ont trouvé sur le rivage, là aussi, en plus, c'était une station de pêche, de pêcherie, un poulpe géant énorme. Voilà. Alors, là, on a vu un cas d'une espèce qui a été ramenée à la surface, on va dire, qui a été, qui est d'une certaine façon passée à la zoologie. La cryptozoologie est un travail un peu ingrat, puisque dès que vous l'exhumez, il ne vous appartient plus, il est plus caché, donc il est l'objet des zoologistes. Ça, c'est un point important, parce qu'on dit souvent que la cryptozoologie, ça ne marche jamais, et que c'est de la chasse au Dahu. En réalité, la cryptozoologie, c'est assez simple en termes de méthode. L'idée de la cryptozoologie, si je vais un peu par là, donc vers la gauche, l'idée de la cryptozoologie, encore un peu, voilà, cette dia-là, c'est parfait. Je vous dirai après qui est ce monsieur.
avec son collaborateur indonésien, c'est de penser qu'il y a un certain nombre de peuples autochtones ou de professionnels, par exemple dans les pêcheries, etc., qui ont des ethnosavoirs, comme disent les anthropologues, c'est pas du tout péjoratif ou condescendant, mais en métier, ils ont des savoirs, des ethnosavoirs, même s'ils ne sont pas scientifiques, sur la faune. Et que donc, on peut peut-être, en recoupant ces savoirs-là et en recueillant aussi des témoignages de ces personnes-là de première main qui ne se contredisent pas alors que les témoins ne se connaissent pas, et éventuellement en ayant des pièces anatomiques, finir par trouver une nouvelle espèce. Quand on y arrive, on oublie que c'était de la cryptozoologie. L'okapi, c'est de la cryptozoologie. L'okapi, c'est les pygmées qui ont signalé un naturaliste de l'époque, Philippe Sclater, qu'ils avaient un grand animal rayé. On disait avec une très grande langue, c'est vrai que l'okapi a une très grande langue, au fin fond de la forêt. Et Sclater, comme ces personnes, ces pygmées qui connaissaient bien, lui avaient déjà donné des informations sur la faune connue qui étaient très précieuses pour localiser des espèces rares, il les a écoutées. Et après, il a réussi à obtenir une peau de l'okapi. Alors, comme c'est zébré, il a conclu, Sclater, là aussi, les choses trappes de la cryptozoologie, c'est peut-être un nouvel équidé, un nouveau zèbre. Puis finalement, on est arrivé à un spécimen qu'a obtenu Harry Johnston, un anthropologue et naturaliste britannique, et le spécimen a montré que c'était une girafe de forêt. Mais tout le monde oublie le processus de découverte de l'okapi. Bon. Donc, et ici, vous avez Ernst Mayr, qui est un grand spécialiste de l'évolution, un grand biologiste de l'évolution du XXe siècle, qui est décédé depuis longtemps. En 1929, au centre de la Nouvelle-Guinée, il étudie les oiseaux d'une région. Et les gens, il a pris au sérieux leur savoir. Ils se sont dit, ils s'y connaissent en oiseaux, plus que certains zoologistes de cabinet. Donc, il leur a demandé combien il y avait d'espèces d'oiseaux chez eux. Et ils en ont décrit 136. Lui, après, il a fait un recensement. Il en a trouvé 137, parce qu'il y en a 2 qui se ressemblent étrangement d'un point de vue physique, et dont il n'a pu montrer que dans les années 1980, avec des outils de biologie moléculaire, qu'en fait, il y avait une différence génétique, mais que le phénotype était quasiment similaire. Donc, le phénotype, c'est l'aspect. C'est l'aspect, voilà. En biologie, en génétique, c'est l'aspect qui reflète pour... comment ? Oui. Comment ? Le phénotype, ça comprend aussi les comportements, etc. Oui, bien sûr. Toute déjà... l'expression, ça va jusqu'au comportement, bien entendu, oui. Voilà. Et donc, il s'est dit, voilà, il y a des savoirs populaires, des ethnosavoirs naturalistes, notamment pour les chasseurs-cueilleurs ou les pêcheurs, etc. Certains professionnels ou certaines ethnies qui se nourrissent en temps de la chasse et de la pêche qu'il faut prendre au sérieux. Voilà. Et ça, c'est la base de la cryptozoologie, en fait. 136 sur 136, impressionnant. Oui. Alors, oui, je t'en prie. Non, j'avais fini là-dessus. Tu as fini là-dessus. Alors peut-être qu'on pourrait passer justement à une créature qui nous échappe encore. Est-ce que je demande aux gens, vous préférez quoi, par exemple, le monstre du Loch Ness ou le Yeti ? Qui est plus Yeti ? Petit référendum. Et qui est plus Loch Ness ? Alors c'est le Loch Ness. Ah ouais, c'est le Loch Ness qui l'emporte. C'est Nessie. C'est terrible. Alors Nessie. On garde le suspense, mais peut-être on peut expliquer comment l'histoire a commencé. C'est toute une histoire, effectivement, parce qu'au XIXe siècle, on n'en parlait absolument pas. Alors, ce qui fait toujours dire aux sceptiques, ça prouve bien que c'est n'importe quoi, que c'est une invention de la presse et, bien sûr, des gens qui voulaient développer le tourisme dans les Highlands. De fait, c'est en 1933 qu'il y a vraiment le démarrage de l'histoire. Ouais. En 1933, vous avez le démarrage de la saga du Loch Ness. Et ce que disent les gens qui, au contraire, sont des believers, ils disent c'est normal, parce qu'en 1933, on a dégagé la vue sur le loch. Et c'est vrai que jusque-là, le loch, en fait, était bordé par des forêts de conifères. Donc, il n'y avait pas de panorama, et c'était embêtant pour le tourisme, pour le coup, sur le loch. Donc, à l'époque, on n'avait pas d'état d'âme. Ils ont rasé le petit ensemble forestier qui était au bord du loch. Ils ont construit pour faire bonne mesure une route touristique qui permettait, c'était très prisé, d'aller en week-end au Loch Ness à l'époque à partir de Londres, de faire le tour du loch, pour faire des photos déjà avec les boîtes Kodak de l'époque. Et donc, ça a commencé les témoignages. Et donc, les partisans du Loch Ness de Nessie disent c'est normal parce qu'on pouvait enfin voir le monstre. Bon. Voilà. Et des témoignages, plusieurs milliers depuis 1933. Rien de tangible de découvert quand même. Alors,
les pro-Loch Ness ont exhumé des témoignages plus anciens du 19e siècle, mais où le monstre n'est pas tout à fait décrit comme il sera à partir de 1933. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'à partir de 1933, on le décrit, mais vous êtes beaucoup à le savoir, avec un long cou, avec plusieurs bosses, une espèce de serpent de mer lacustre, et qu'on compare souvent à ce que ça fascinait à l'époque les reptiles préhistoriques avec un saurien aquatique du secondaire que les gens confondent souvent avec les dinosaures. C'est pas des dinosaures, plésiosaure et tutti quanti. Bon, c'est ça, les milliers de témoignages du Loch Ness à partir des années 30, ceux du 19e siècle qui sont rares, c'est beaucoup plus confus. Les gens croient voir un gros animal ou un poisson géant. Bon. Et avant le 19e siècle, il n'y a rien. Ou plutôt, il y a des superstitions autour du Loch, où on est censé avoir des chevaux ou des taureaux des eaux. Et ça, c'est une vieille croyance celte, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, les Celtes, mais au sens large, y compris les peuples germaniques, pensaient que dans en fait, tous les lochs ou tous les lacs profonds, et le Loch Ness fait quand même 272 mètres de profondeur, 40 km sud-ouest-nord-est, 7 milliards de mètres cubes d'eau, que dans tous ces grands lacs, il y avait des esprits des eaux qui les hantaient, et que ces esprits des eaux emmenaient les morts dans l'au-delà, parce que la surface du Loch ou du Grand Lac ailleurs qu'en Écosse était assimilée à la porte qui séparait le monde des vivants et des morts. Donc en clair, le Loch Ness, c'est plein de témoignages soi-disant plésiosauriens depuis 1933, avant des témoignages confus de très grands poissons, 19e siècle, et avant les taureaux des eaux, et bien sûr, les chevaux des eaux, comme on les appelait, hantent le Loch. Et il ne fallait pas se faire attraper par eux parce qu'ils vous faisaient rentrer dans le monde des morts avant l'heure. Bon. Et là, ça laisse tout de suite soupçonner que c'est quand même bizarre. S'il y a une grande espèce dans le Loch, forcément une population, il n'est pas tout seul. Comment ça se fait que personne ne l'ait décrite avant, quoi, avant 1933, même si le panorama sur le Loch s'est dégagé. Et puis alors les recherches se sont développées, et ça c'est fascinant parce que dans les années 1930-1940, il y a encore pas mal de naturalistes écossais, peut-être un peu de chauvinisme de leur part, qui disent il y a peut-être un grand animal, il y a la place pour une grande population animale dans le Loch Ness. Mais peu à peu, ils vont déchanter parce que beaucoup, parfois d'ailleurs sous prétexte de faire d'autres investigations naturalistes dans le Loch, espèrent trouver l'animal, ils ne le trouvent jamais. Et par exemple, certains partisans du monstre, dont le naturaliste Adrian Shine, ont développé un vrai programme d'études des chaînes alimentaires du Loch. Et ils ont montré peu à peu qu'il y avait des chaînes alimentaires extrêmement pauvres. C'est en fait un lac, comme on dit, oligotrophe, qui ne peut pas nourrir des gros animaux, une population de gros animaux. Et donc, au bout du compte, ils se sont aperçus que, par exemple, imaginons que des grands mammifères, or comme l'animal du Loch est décrit ondulant verticalement, ce qui est très mammifère, très mammalien, que des grands mammifères vivent, ne serait-ce qu'une dizaine, dans le Loch, c'est pas possible. Par exemple, si vous prenez comme référentiel un orque ou une orque, comme vous voulez, les deux se disent, il ne pourrait y en avoir qu'un dans le Loch. Alors que bien sûr, il y a des témoins qui en ont vu plusieurs à la fois, et il faudrait qu'il y ait une population pour maintenir l'espèce. Donc, d'un coup, le fait que certains anciens partisans comme Shine du monstre du Loch Ness découvrent qu'il y a une impossibilité écologique, ça fait s'effondrer en grande partie le truc. Et là est venu le temps du scepticisme, à mon avis complètement justifié. Je ne vous parle pas de photos comme cette fameuse photo qui est un trucage très vraisemblable, mais là encore c'est une histoire abracadabrantesque comme souvent au Loch Ness, c'est-à-dire qu'un des complices de ce trucage l'aurait avoué sur son lit de mort, ce que son neveu a dit à la presse, mais bon... Bref, mais c'est un trucage, bien sûr. Mais les témoignages de bonne foi qui étaient récurrents, comment les expliquer? Par exemple, il y avait la communauté bénédictine, qu'on soit anticléricale ou pas, qui était installée au bord du Loch, qui croyait dur comme fer, etc. Et là, on a évolué d'explications biologiques vers des explications physiques. C'est un lac à mirage. Et des réfractions atmosphériques incroyables. Et vous avez des objets à la surface du Loch, comme des troncs d'arbres dérivants, qui peuvent être projetés à la verticale et donner des images de coups qui sortent de l'eau. Et puis, plus intéressant, il y a des phénomènes de vagues qui donnent l'impression d'un sillage à la surface du Loch, et d'un sillage en plus qui irait contre le vent. Et en fait, ça, c'est des couches thermiques
de températures différentes au sein du loch. Il y a une couche thermique stable en profondeur qui fait environ 5 degrés et une supérieure qui varie de plus ou moins 10 degrés selon la saison. Ça crée des sortes de courants de convection et des espèces de bouillonnement ou de pseudo-sillage à la surface qui sont très saisissants. Après, vous me direz, attendez, il y a beaucoup de gens, y compris des gens du cru, et puis il y a de la pêcherie, parce que les ressources alimentaires ne sont pas grandes dans le loch, mais il y a quand même du poisson. Comment des gens peuvent vous décrire des animaux qui ont plutôt l'air de mammifères, pas de reptiles, ils parlent de poils, ils les ont vus de près, etc. Et bien, de temps en temps, on a découvert ce que n'imaginaient pas les riverains du loch, qui le déniaient même. Mais avec la photo et le développement de la vidéo, ce qui est important, cryptozoologie, on en parlait récemment avec Franck, on a découvert qu'il y avait des phoques qui arrivaient à passer toutes les barrières de la rivière Ness qui communiquait avec la mer, et pourtant ces barrières sont constituées par des écluses, et rentrer de temps en temps dans le loch. Mais ils n'y restent pas longtemps parce qu'ils ne peuvent pas être beaucoup et manger longtemps dans cet endroit. Et puis il y a eu aussi l'esturgeon de l'Atlantique Nord qui a existé au Loch Ness assez tardivement et qui en a disparu maintenant dans les recensements actuels, et qui explique aussi certains témoignages où le monstre du Loch Ness n'a plus l'air d'un mammifère ondulant verticalement, mais crocodilien. Or, vous savez, les esturgeons ont des grosses plaques osseuses. Voilà. Donc on arrive à une explication en fait qui est multifactorielle. Mais au-delà des canulars grossiers ou des témoignages qui sont absolument pas crédibles et cohérents, il y a de la sincérité de la plupart des témoins. Et c'est le paradigme de la fragilité du témoignage humain en fait, le Loch Ness. Et par exemple, est-ce qu'on aurait trouvé que les phoques habitaient parfois dans le Loch ou les esturgeons sans cette recherche autour de Nessie? Non, absolument. C'est-à-dire que ça a créé, sans mauvais jeu de mots, une véritable ébullition scientifique, pas toujours assumée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de naturalistes britanniques et écossais qui ne disaient pas dans les médias « je m'intéresse au Loch Ness », que c'est un sujet un peu honteux, mais qui travaillaient sur le loch, sur des projets qui étaient tout à fait d'ailleurs crédibles scientifiquement, mais avec l'espoir peut-être de résoudre le problème. Et c'est ça qui a créé un surdéveloppement des études sur l'écosystème du loch par rapport à d'autres grands lacs glaciaires, notamment nord-américains. Donc il y a eu un gain de connaissances sur l'écosystème. Sur la présence comme ça transitoire de certaines espèces marines dans le loch et tout. Donc ça n'a pas été stérile. Oui, c'est probablement de ces lacs profonds de l'archipel le plus connu oui. de loin. Ah oui, de loin. Le plus sondé, le plus recensé. Et alors, oui, je t'en prie. Il y a un autre aspect, peut-être que les gens connaissent moins, qui est très récent, mais qui est un peu en train de révolutionner l'étude de l'environnement, des écosystèmes, la biologie, même la préhistoire. C'est le fait de pouvoir récolter dans un environnement aquatique ou de la terre l'ADN de tous les êtres vivants. C'est ça, ce qu'on appelle l'ADN environnemental, et ça c'est formidable. Jusqu'il y a peu de décennies, en fait, si vous avez un échantillon qui est recueilli dans la nature, de toute façon, en général, il était contaminé, c'était pas intéressant, on pouvait rien en faire. Bon. Et après, on a découvert que pour les poils d'animaux, il pouvait y avoir de l'ADN non contaminé dans le canal médulaire. Ça, c'est super intéressant. Et c'est beaucoup utilisé, même en préhistoire maintenant, pour du poil de mammouth, par exemple, pour ne citer que lui. Et puis, il y a le développement de l'ADN environnemental qui permet effectivement qu'il n'y ait pas de contamination. Toute une technologie de biologie moléculaire complexe. Et donc, ça permet des études intéressantes à ce niveau-là. Alors après, il reste encore des true believers du Loch Ness et qui disent « Ah, il y a eu de l'ADN environnemental au Loch Ness ». Mais le fait qu'on n'ait pas trouvé d'ADN inconnu, c'est parce que, de toute façon, on ne peut jamais être sûr d'avoir fait tout l'ADN environnemental du Loch Ness. Démontrer l'absence, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais disons que ça vient... J'avais découvert, moi, l'ADN environnemental en voyant une dame faire des prélèvements dans des étangs ici, en Gironde. Et en fait, c'était pour recenser les étangs où il y avait la présence de la grenouille taureau, qui est une grenouille invasive qui mange les autres batraciens. Et j'avais discuté avec elle, c'est visiblement extrêmement efficace. Ils peuvent dire, là, elle y est. Voilà. Bon, après, quand elle est présente, elle prolifère. Donc, elle laisse probablement beaucoup d'empreintes. Mais disons qu'on y reviendra probablement avec le Yeti. Cet ADN environnemental, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, pardon. Il ne faut pas abuser des arguments négatifs, parce que certes, c'est 7 milliards de mètres cubes, donc on ne peut pas... C'est dilué. Il y a Neil Gemmell, un spécialiste de l'ADN environnemental néo-zélandais,
qui, il y a quelques années de ça, a fait des ponctions à différents endroits du lac, mais c'est sûr, il ne peut pas... C'est CH14 en homéopathie. Oui. Ouais, enfin voilà. Et par contre, bien sûr, je finis là-dessus sur le Loch Ness, sauf si vous avez bien sûr des questions. Il y a eu une énième campagne il y a quelques semaines, mais en réalité, c'est juste pour relancer l'industrie touristique qui se porte très mal parce qu'avec le réchauffement climatique, le niveau du lac baisse. Alors déjà, bon, les gens qui viennent faire des photos disent « Ah, mais c'est tout moche, parce que comme c'est des rives escarpées, et qu'on voit les rives escarpées à nu, bon, il n'y a plus la belle surface bleue, etc. » Et puis, bon, du côté économique, rien ne va, parce que la petite pêcherie, la petite activité de pêcherie du Loch Ness, il y a moins de poissons, évidemment, avec ce réchauffement, etc. Et donc, il faut relancer le truc, quoi. Et par contre, il y a peut-être un gain, là aussi peut-être un gain épistémique, comme on est en science, un gain de connaissance, c'est que cette campagne aurait mis en évidence l'existence de petites cavernes sur les parois qui communiqueraient avec la rivière Ness, donc potentiellement avec la mer. Et longtemps, les true believers du Loch Ness agitaient ça sans aucune preuve. Si c'est publié dans une revue référencée de géologie, ça serait intéressant de le savoir. Du coup, ça déplacerait le problème à Oui. un visiteur venu Oui. qui venait en touriste dans le Loch Ness. Mais qui préfère hanter les abysses des océans. Ouais. Alors, et puis, excuse-moi, mais avec toutes ces écluses, il y a tellement... C'est un parcours d'obstacles. Hein. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est aussi passionnant pour nous dans un festival d'imaginaire. Et c'est vrai dans d'autres... On en discutait avec Benoît. C'est vrai aussi, par exemple, pour les témoignages d'OVNI. Il y a une évolution, en fait, de la façon dont les témoins décrivent le phénomène qu'ils voient, qui est en interaction avec notre culture. Et notamment, je trouve ça passionnant que les premières observations modernes du Loch Ness, si on fait abstraction des types des chevaux de lac, etc., ressemblent énormément, par exemple, au premier film de monstre, que ce soit King Kong, qui est justement de 1933, où à un moment donné, il y a un sauropode, c'est, vous savez, des sortes de diplodocus, qui sort d'un lac et qui est exactement comme sur cette image. Et quelques années avant, peut-être 10 ans avant, il y avait Le Monde Perdu, en version cinéma, voilà. En version cinéma, qui mettait en scène le roman de Conan Doyle. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur il y a un poids réel de ça, même si c'est très difficile de le démontrer, mais clairement, le Loch Ness, les premiers témoins, même quand ils semblent sincères et que parfois même ils avaient peur du ridicule, eh bien, c'est un plésiosaure. Parfois, ils le disaient explicitement. Et il y a un cas qui est quelque part un cas d'école, c'est les époux Spicer qui seraient les premiers à avoir vu le monstre à terre. Bon, je suis de ceux, et je ne suis pas le seul, qui pensent qu'en fait, ils ont vu un phoque qui traversait la route, ce qui était très surprenant, puisqu'effectivement, pour les riverains, il n'y avait pas de phoque dans le loch. Et en plus, c'était de nuit. Et bien, ils revenaient de voir King Kong. Et ils ont dit un monstre de la... Et ils revenaient, mais réellement, ils l'ont raconté eux-mêmes. Incroyable. Et donc, et bien sûr, ils ont tout de suite interprété ça sur le mode d'abord, on n'en croit pas à nos yeux. C'est parce qu'on vient de voir ce film, on est conditionné. Et après, non, c'était bien un animal, il était gros, il avait un long cou, il a traversé la route péniblement et il est retombé dans l'eau. Oui, c'est sa phoque sans doute qui se baladait. Et donc, eux, ils étaient sous l'emprise un peu de la représentation du saurien préhistorique. Oui. Ce qui pose aussi, qui est aussi un problème qu'on a souvent avec les observations d'OVNI, la problème des tailles. C'est très difficile. Je sais que nous, ça m'a intéressé, on ne demande jamais à un témoin qui a vu quelque chose dans le ciel quelle taille avait l'objet. Ils veulent toujours donner la taille, mais en fait, ils ne peuvent pas donner la taille. Parce que s'ils voient quelque chose dans le ciel, il faut une référence et souvent on est trompé. Et estimer la taille des choses qu'on voit, c'est le coup de la sardine ou du requin. On le voit toujours plus grand. C'est toujours compliqué. C'est ça. Même quand vous êtes entraîné en histoire naturelle, c'est très problématique de déterminer les tailles de grands animaux à distance. Ouais. Moi, je me souviens, il y a 15 ans de ça, j'étais en Sibérie avec un collègue. On a marché, on a vu ce qui était clairement un squelette de cervidé qui émergeait d'une espèce de vasière. Et de loin, on avait l'impression que c'était un gros spécimen. Et on y a cru, il a fallu qu'on soit à 3 mètres. Et en fait, c'est un spécimen de taille tout à fait ordinaire. Et oui, ça, c'est un vrai problème. Alors, peut-être avant de passer à un de ses cousins encore... qui nous échappe encore. Peut-être tu peux nous redire une histoire d'un animal
mythique. Tu m'as parlé d'un oiseau, je ne sais pas si c'est de celui-là que tu voudrais Oui, parler. je veux bien parler de l'oiseau d'Ivaoa dans les Marquises. Il y a certaines personnes qui connaissent si très tu as joliment. quelque Ah chose oui, pour oui, à la l'illustrer. fin, oui, à la fin du dia. Et ça, c'est un cas intéressant. Ouais, il est là, juste là, tout à fait. En fait, ce que vous avez à gauche, c'est des oiseaux dont on reparle beaucoup en ce moment. C'est le takae. C'est un oiseau néo-zélandais. C'est un râle, c'est un râlidé, très très beau, qui longtemps était au bord de disparaître et qui est en train de reprospérer en Nouvelle-Zélande. C'est une bonne nouvelle. Et vous allez voir, c'est un lien avec cet oiseau mystérieux des Marquises. En fait, il y a un certain nombre d'Occidentaux qui ont visité les Marquises à partir du début du XXe siècle, qui ont dit: il y a un oiseau bizarre, super coloré, qui ressemble plutôt à un râle, qui ressemble plutôt à un râle, qui ressemble plutôt à une grosse poule d'eau. Et cet oiseau, on l'a vu, les autochtones le connaissent bien. Alors ça, il y a quelques descriptions d'occidentaux au début du XXe siècle. Il y a des descriptions d'autochtones, mais à l'époque, ça comptait pour rien dans la littérature scientifique, en fonction de préjugés ethniques. Puis à un moment donné, de toute façon, il n'y a plus chez les visiteurs occidentaux que des récits des gens du cru qui disent: on avait ce gros oiseau, il était comme ça, mais il a disparu. Et les ornithologues y croient très peu. Voilà. Et néanmoins, tous les témoignages sont convergents. Bien. Et permettent de faire un portrait robot de ce grand râle supposé inconnu. Et en plus, on le décrit comme ressemblant beaucoup au takae. Et j'ai un collègue qui s'appelle Michel Reynal, un naturaliste, qui, à partir de la fin des années 1980, ayant établi ce portrait robot, s'est dit ça pourrait être un cousin du takae s'il a bien existé. Malheureusement, ce ne sont que des témoignages. Voilà. C'est vrai que les témoignages, c'est que la première étape, normalement, cryptozoologie, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Et finalement, Michel Reynal et un collègue zoologiste anglais, Carl Schucker, en cherchant dans les représentations graphiques, alors au début, ils cherchaient des représentations autochtones de cet éventuel oiseau, se sont souvenus que Paul Gauguin avait séjourné plusieurs années à Ivaoa. Et ils ont trouvé une toile de Paul Gauguin où il y avait l'oiseau. Donc c'est un deuxième élément, c'est-à-dire que l'oiseau du tableau de Paul Gauguin correspondait au portrait robot qui émergeait des témoignages. Et puis, il y a une dernière étape, et là on a pu démontrer l'existence de l'animal, bien qu'il ait disparu. C'est qu'il y a un archéozoologue, alors c'était quelqu'un qui était vraiment spécialiste de ce qu'on appelle les animaux subfossiles, c'est-à-dire c'est des animaux qui ont disparu en période historique, mais qui laissent des restes non minéralisés. Et il y a un archéozoologue qui était au courant des travaux de Reynal et Schucker et qui travaillait à Ivaoa, qui a trouvé, entre autres, parce qu'il y avait d'autres oiseaux insulaires disparus à Ivaoa, un squelette d'un grand râle qui avait exactement les proportions et l'anatomie telles qu'on peut l'inférer des témoignages historiques et du tableau de Paul Gauguin. La boucle était bouclée et l'espèce a été baptisée rétrospectivement. Et c'est bien un cousin du takae. Donc ça, c'est typiquement un animal qui suscitait plutôt l'irritation de beaucoup d'ornithos classiques parce que son existence éventuelle ne reposait que sur des savoirs populaires qui a été démontré. Ouais. Est-ce qu'on sait estimer combien de temps le souvenir, les descriptions d'une espèce disparue, en époque historique ou même préhistorique, peut subsister dans les traditions, dans la culture locale? Alors ça, il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un grand débat en anthropologie, chez les ethnologues, chez les collègues ethnologues, sur est-ce qu'il peut y avoir une mémoire orale qui dépasse 2-3 générations. Et certains disaient oui, d'autres non. On s'est aperçu que la raison de ce dissensus entre des gens qui étaient éminents, des ethnologues très, très connus, spécialisés de la tradition orale, c'est que toutes les cultures ne sont pas égales par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui développent, qui sont des obsédés de la mémoire collective, et des cultures sans écriture, et qui développent des techniques mnémotechniques, notamment sous forme de chansons ou de poèmes qu'on apprend de génération en génération, parce que vous savez que ça c'est bien connu en sciences cognitives, quand vous apprenez un texte avec un rythme associé ou une mélodie, vous le retenez mieux. Bon. Et ces gens peuvent réciter des généalogies sur des générations, des événements historiques sur des générations. En général, un peu, c'était le cas des griots bien sûr en Afrique de l'Ouest, c'est une fonction sociale, donc c'est des gens qui avaient cette fonction-là. Et donc dans certaines cultures, on sait qu'on a des souvenirs collectifs d'événements qui peuvent aller jusqu'à quelques milliers d'années.
il y a une étude majeure sur ce registre-là, il y a quelques années, sur une population d'aborigènes australiens côtiers, parce que les aborigènes australiens, il y a des dizaines d'ethnies, on pense toujours à ceux des déserts, et en fait, ils avaient des traditions orales qui remontaient visiblement à loin, parce qu'ils prétendaient que le paysage côtier avait changé considérablement. Et ça, les géologues et les géomorphologues le savaient. Ils se sont aperçus qu'ils étaient capables, à travers leur tradition orale, de faire un descriptif du changement de l'aspect de la côte qui était absolument identique à ce qu'avaient montré les géologues en période historique. Et ça, c'était sur plusieurs milliers d'années. Donc ça, c'est un exemple typique. Donc dans certains cas, oui, la mémoire collective peut être longue. Et d'ailleurs, ça nous amène à un cas, c'est cette dia-là, ou même cette dia-là, pour commencer, celui de l'homme de Flores. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cet hominien. Certainement. C'est un hominien qui a été découvert en 2004, du moins la description a été produite en 2004. Donc, hominien, ça veut juste dire que c'est une espèce d'homme cousine de la nôtre. Bon, on est Homo sapiens, c'est l'homme de Néandertal dont tout le monde a entendu parler. Il y avait l'Homo erectus, l'ex-pithécanthrope, et puis il y avait entre autres l'homme de Flores sur son île d'Indonésie, l'île de Flores. Et c'est un hominien nain en plus, c'est-à-dire il a subi une réduction de taille. Il faisait maximum 1,10 m, 1,20 m. Il avait même un ancêtre qui faisait moins, qu'on a découvert plus tard, et il vivait sur cette île-là. Donc on pense qu'il est arrivé, il avait une taille entre guillemets normale pour nous, c'est-à-dire une taille d'Homo erectus, sans doute au moins 1,70 m. Et il a diminué de taille, on parlait tout à l'heure de ressources alimentaires à propos du Loch Ness, sans doute parce que effectivement les ressources alimentaires étaient moindres et que la sélection naturelle poussait dans ce sens-là, même s'il y a certains animaux qui sont d'habitude de petite taille, qui grossissent au contraire sur les îles, donc les explications. Mais dans le cas de l'homme de Flores, c'est sans doute ça. Voilà, donc un hominien nain sur une île, ok. Vous me direz quel est le rapport avec la cryptozoologie, c'est très intéressant pour l'évolution humaine, mais alors le rapport avec la crypto, c'est qu'on a commencé à dire, oui, en termes de datation, les anthropologues australiens qui l'ont découvert, il a disparu il y a 13 000 ans. Et donc là, c'était quand même très très proche. Il faut voir que par exemple notre cousin Néandertal, il a disparu il y a 29 000 ans. Bon, ok. Et puis, alors, ça a enflammé les milieux de la cryptozoologie. Même Nature, à l'époque, la fameuse revue scientifique anglo-saxonne, a titré « La cryptozoologie sort du froid », en gros, devient un truc solide. C'est que, en même temps qu'ils découvraient cet hominien, les chercheurs australiens, ils se sont aperçus qu'ils avaient un collègue ethnologue qui travaillait depuis des décennies sur les ethnies de l'île, et qui avait recensé dès les années 1970 une tradition historique, comme quoi, en fait, les habitants de l'île avaient connu il y a très longtemps, alors c'est ça le problème, quand un être qui n'était ni un singe ni un homme, qui était de petite taille, qui n'avait pas de langage articulé, et qu'il se reprochait d'avoir littéralement génocidé. Ils les auraient tous poussés, c'est du moins la tradition, dans des grottes qui sont nombreuses à Flores, c'est d'ailleurs dans une grotte qu'on a retrouvé ces vestiges de l'homme de Flores, ils auraient foutu le feu et ils seraient morts. Bon. Et alors là, ils les appellent ébugogos, c'est la dia suivante. Donc les Floréciens avaient cette tradition, les ébugogos, c'est ni homme ni singe, plutôt des hommes, mais pas avec les capacités mentales d'un être humain et pas de langage articulé. Et ils les auraient tués par le passé. Évidemment, quand Roberts, l'ethnologue qui avait recueilli cette tradition, a appris la découverte, l'hominien de Flores, et que celui-ci était daté à 13 000 ans, il a fait la connexion. Il a dit, il n'est pas impossible qu'il y ait un souvenir, donc en termes dans la mémoire collective des Florésiens. Bon, parce qu'effectivement, nous, on existe, Homo sapiens, depuis 350 000 ans. On en avait eu le temps de le connaître, l'homme de Flores. Malheureusement, la datation était fautive, et maintenant on sait qu'il a disparu il y a 50 000 ans de l'île, ce qui éloigne considérablement l'homme de Flores de l'Homo sapiens qui n'était pas là il y a 50 000 ans sur l'île. Seulement, Bert Roberts, l'ethnologue qui a plus d'un tour dans son sac argumentatif, dit « Attendez, même si je ne suis pas paléontologue, il avait fait un cursus complet d'anthropologie américaine, j'ai fait quand même un peu de paléontologie humaine, je sais bien que la fossilisation c'est un accident. Peut-être qu'ils ont persisté en petite population plus tard, historiquement. » Et lui, ce qu'il rapporte, c'est que les traditions orales qui sont très précises et pas du tout de l'ordre du mythologique, ce n'est pas des esprits pour eux, c'était des êtres vivants, des sortes de singes, mais plus humains que les autres singes. Ces traditions, quand ils remontent en fonction de la généalogie traditionnelle des habitants de Flores, eh bien, le fameux génocide des ébugogos aurait eu lieu au XVIIe siècle.
Donc Bert Roberts, de façon ouverte, dit, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait eu des petites poches de population qui seraient maintenues au XVIIe siècle et que les Florésiens les auraient exterminés? Bon. Pour l'instant, ce n'est pas une question résolue. Ce que vous avez à droite, c'est leur représentation des ébugogos dans une sorte de carnaval annuel. Voilà. Oui. Et donc, typiquement, ça pose le problème de la mémoire orale. Oui, et ça peut vouloir dire aussi que j'imagine actuellement, on est peut-être à la recherche de ces pseudo-fossiles qu'on pourrait trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'un des découvreurs de l'homme de Flores, Mike Morwood, il poussait à essayer de trouver des ossements subfossiles, parce qu'il trouvait que l'idée de Bert Roberts est bonne. Mais vous savez, la cryptozoologie, c'est aussi un monde d'excès, parce qu'il ne faut pas surinterpréter les choses. On peut parfois tomber dans des choses trappes. Et actuellement, Bert Roberts, là, depuis 1 an et demi, a radicalisé son point de vue. Il imagine qu'il y a peut-être encore donc, ces fameux ébugogos sur l'île. Pourquoi il imagine ça? Je vais vous dire, parce qu'il reste quand même rationnel. C'est parce qu'il a recueilli des témoignages de gens qui prétendent l'avoir vu. Mais il oublie, ce qui est très bizarre pour un anthropologue culturel, que ces témoignages de gens qui prétendent avoir vu des ébugogos au XXe siècle, au XXIe siècle, ne sont apparus qu'après la découverte du fossile. Du temps où il a recueilli la tradition, les gens disaient « ils sont morts ». Bon, donc là, j'y crois pas un instant au témoignage actuel, même si j'ai du respect pour Bert Roberts, parce qu'il y a une démographie extrême pour la taille de l'île. C'est pas possible que les gens les aient pas flashés avec leur téléphone portable qu'ils ont, comme tout le monde, mondialisation oblige, à Flores, etc., s'ils existaient encore. Ça serait déjà beau qu'ils soient maintenus jusqu'au XVIIe siècle, ce qui n'est pas une impossibilité. Alors peut-être qu'avant de donner la parole au public pour des questions, on peut peut-être quand même évoquer le Yéti. C'est un peu mon préféré à moi. Ah bah alors donc, oui, effectivement. Alors je crois qu'il y en a plusieurs même en fait. En t'écoutant déjà et en te lisant, j'ai cru comprendre que... Oui, alors ça c'est toute une histoire que je vais résumer rapidement, mais le Yéti c'est quelque chose qui, contrairement au monstre du Loch Ness, a vraiment une ancienneté. Par exemple, vous avez l'ermite Milarepa. Pour ceux qui connaissent le bouddhisme tibétain, c'est un des plus grands ermites du bouddhisme tibétain qui a laissé des textes religieux sous forme de vers, parce que c'est aussi un poète, qui, dans un texte célèbre, dit que dans la détresse de son isolement d'ermite, il vit parmi les singes et les yétis. Bon. Alors, il y a d'ailleurs une tibétologue célèbre qui a traduit ça par parmi les singes et les gorilles. Alors, on lui a fait remarquer que non, il n'y a pas de gorilles dans les Himalayas, mais elle a bien expliqué que c'est parce que la signification du mot originel, ça évoquait un grand singe et non pas un ours, et ça n'évoquait pas un des petits singes qu'il y a dans les Himalayas, que ce soit le rhinopithèque, qui a un nez retroussé bizarre, qu'on trouve aussi en Chine, il y en a plusieurs espèces, que ce soit le sénopithèque, le singe qu'on trouve plus au sud dans les temples indiens. Bon. Donc c'est une tradition ancienne, le Yéti, et on le décrit comme un grand singe depuis longtemps, au moins depuis le XIIe siècle, au Tibet, au Népal, au Bhoutan. Par contre, ce qui a fait exploser cette tradition, qui a une ancienneté sous la même forme, je veux dire, plus grande que celle du Loch Ness, c'est le développement, non pas du tourisme comme au Loch, mais de l'himalaïsme. Tous les alpinistes qui, à partir des années 20, se sont fadés, si j'ose dire, les grands sommets, et qui ont relevé des empreintes bizarres. Bon. La plupart sont des empreintes d'ours. Et voilà, typiquement. Alors, sauf que il y a 3 séries d'empreintes qui ont été intéressantes, qui ont été relevées par des naturalistes professionnels. Ça ne veut pas dire que les naturalistes professionnels ne peuvent pas se tromper. Là, par exemple, vous avez l'empreinte de Pierre Bordet, qui était géologue et paléontologue à ses heures, mais surtout géologue au Muséum de Paris, et puis plus tard dans une école de géologie, d'ingénieur des mines, et qui était un alpiniste et qui a relevé ça en 1955. Il a même publié une note dans le bulletin du Muséum, qui est quand même un journal respectable et par l'ancienneté, par le niveau scientifique. Et finalement, il concluait, moi j'ai relevé la piste, il a fait tout un tas de photos sur plusieurs kilomètres. Un ours, ça marche sur 2 pattes à un certain nombre de mètres, mais pas plusieurs kilomètres. Il y a même eu, puisque c'était sur un paysage montagneux, escarpé, à un moment donné, la bête a sauté et tout, et il concluait, ça ressemble à un grand singe, à une sorte d'orang-outan. Et il y a 2 autres pistes qui ont été relevées par des professionnels, dont une particulièrement intéressante par quelqu'un qui s'appelle Cronin, qui est un spécialiste des mammifères himalayens, dont je te parlais récemment, Franck, et qui, en fait, en 1972, dans une vallée de haute montagne, a été réveillé par un bruit. Il s'est dit, c'est un ours. Il s'est levé, il n'a pas vu l'animal, mais
Il était 5 heures du matin, l'empreinte venait d'être faite, parce que vous savez, dans la neige, ça se déforme très vite, dans la boue, etc. Il l'a photographié. Et lui, ça a conforté quand même, c'était quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur les mammifères himalayens. Bon, c'était clairement pas un ours. Ça l'a conforté dans l'idée qu'il y avait peut-être un animal inconnu, bon, qui serait donc une sorte d'orang-outan. Sauf que, on ne l'a toujours pas trouvé, que je sache. Hein. C'est un gros problème, ça. Et puis, il y a quand même une partie du mythe de Yéti qui est nourrie de l'ours. Bon, alors là, c'est la partie la plus mythologique. Vous voyez, c'est un masque tibétain, ce qu'on voyait à l'instant. C'est pas très intéressant avec des canines tout à fait démesurées. Mais il y a une partie du mythe du Yéti qui vient de l'ours, pas seulement dans les empreintes, mais en fait, dans le Tibet, surtout la zone des plaines, l'Amdo, le Yéti est décrit sans ambiguïté comme un ours. Ils l'ont jamais décrit comme un singe. Et c'est cet ours-là, c'est une variété d'ours qui est dans la région. Hein, c'est ce qu'on appelle l'Ursus arctos prunosus, qui est particulièrement fort. C'est une variété où les individus, notamment les mâles, sont plus grands que la moyenne des ours bruns, particulièrement agressifs, qui s'attaquent au bétail. Et en fait, le croque-mitaine tibétain Yéti qu'on agite pour faire peur aux enfants, c'est cet ours. Ça, il n'y a pas de doute. Le problème qui reste concernant le Yéti, c'est au sud de l'Himalaya. Là, d'ailleurs, comme par hasard, où les empreintes, je ne sais pas si je crois au Yéti, mais en tout cas, c'est cohérent, intéressantes ont été relevées, c'est-à-dire le Népal, le Bhoutan, etc., où là, on l'a toujours décrit comme une sorte d'orang-outan, hein, et ça, dès les premiers témoignages. Ce qui n'est pas invraisemblable, paléontologiquement et biogéographiquement, parce que, en fait, il y a quelques dizaines de milliers d'années seulement, il y avait encore des orang-outans dits continentaux dans ces régions-là, qui étaient plus gros que les orang-outans d'Indonésie, parce qu'ils n'étaient pas insulaires. Donc, est-ce que certaines poches de population sont maintenues en période historique et ont engendré les témoignages de Yétis népalais ou bhoutanais? Là aussi, il y aurait une mémoire collective. C'est pas du tout impossible. Et à droite, c'est le Gigantopithèque, c'est une reconstitution chinoise. On a souvent assimilé en cryptozoologie les descriptions simiennes du Yéti, hein, parce qu'on parle de celle-là en l'occurrence, à cet animal-là. C'est le plus grand primate qui ait jamais vécu. Certains disent qu'il atteignait 3 mètres, mais enfin il atteignait au moins 2,50 m. Il y en a eu plusieurs espèces. Il vivait dans les Himalayas, sauf que ça ne correspond pas aux descriptions bhoutanaises ou népalaises du Yéti, où l'animal a une taille d'1,50 m à 1,60 m, somme toute modeste. Donc, Gigantopithèque, non, sa survie n'est pas envisageable, y compris pour des raisons écologiques, parce qu'il se nourrissait exclusivement de bambou. Et puis aussi, parce que les descriptions ne collent pas. Mais bien sûr, ça a fasciné. Okay. Ce qui est problématique aussi, c'est que je pense, on sait qu'il y a aussi au moins dans certains endroits, une tradition de la falsification, puisqu'il y a des reliques de morceaux de Yéti, supposés être morceaux de Yéti, qui ont été exposés dans des lamasseries, etc. depuis longtemps. Bien sûr. Mais maintenant, à nouveau, on a l'argument génétique et on sait que c'est fait de yak, etc. Et que donc, il y a ce bruit de falsification qui vient se superposer à la chose, au témoignage. Oui, à la problématique du Yéti, tout à fait. Il y a aussi les fameux bonnets de forme conique, voilà, qu'on a attribués au Yéti. Et en fait, dans les lamasseries, quand il a été découvert que c'était une supercherie et que c'était en fait une chèvre de montagne qui s'appelle le Cérou, c'est d'ailleurs Bernard Revelmans, le fondateur de la cryptozoologie moderne, qui l'a démontré. Ce qu'ont répondu les moines, ce qui était un argument ad hoc, c'est il est très rare. Donc, pour le simuler dans certaines cérémonies religieuses où on imite des animaux, certaines danses, on était bien obligé de faire un faux. Bon. Oui. Mais on continue de montrer à des touristes des reliques. Exactement. En oubliant de leur dire qu'il suffit de la porter pour un test. C'est ça. Oui, parce que c'est ça. Veulmans a eu beaucoup plus de mal à identifier parce que, en fait, pour identifier un poil sans analyse génétique, comme à l'époque, il faut beaucoup de termes de comparaison. Mais la plupart du temps, c'est toujours du yak, c'est toujours de la chèvre de montagne. Parfois même, vous avez des ossements qui sont de l'ours, tout simplement. Et c'est tout. Bon, et donc, évidemment, l'argument, notamment des moines, comme quoi ce sont des imitations d'un vrai, en gros, il y a les Rembrandt et les faux Rembrandt, c'est pas un argument qui est soutenable scientifiquement. D'ailleurs, on va montrer une autre affaire qui pose le même problème, du pseudo-faux Rembrandt, et puis voilà, exactement. Alors, je pense que c'est sur la fin. Non, je me trompe, c'est sur le début, au contraire. Du diaporama, bien avant les monstres marins, on va y arriver. Voilà, les 2 cornes là.
Alors ça, c'est vraiment le syndrome du Four-en-Bras dans toute sa splendeur. À partir des années 1990, en fait, il y a des spécialistes des ruminants, alors non, les chèvres, les bovins, etc., qui se sont intéressés à ces cornes qui venaient du Vietnam et du Cambodge. Bon. D'ailleurs, c'est un ami naturaliste décédé qui avait trouvé celle-là sur un marché du Cambodge, qui les avait ramenées, qui lui, je ne dis pas ça pour ménager sa mémoire, était très sceptique. Bon. Et alors, les Cambodgiens ou les Vietnamiens qui vendaient ces trophées, qui étaient soi-disant en plus des objets médicinaux, parce qu'en médecine orientale, il y a tout un tas de recettes baroques à base de cornes, comme on le sait, parfois pour le pire, ou de défense, dans le cas de l'éléphant, eh bien, ils disaient, voilà, c'est un très grand bovin. Et alors, il y a un mammalogiste allemand qui a collecté beaucoup de spécimens, ou de pseudo-spécimens, on va voir dans un instant, et qui a décrit l'espèce. Et il a dit, c'est le Pseudonovibos. Et il a dit, on peut décrire l'espèce parce qu'on a des spécimens anatomiques. Moi, j'en ai rassemblé plusieurs dizaines. Ça a suscité un scepticisme fondé de la part de ses collègues parce qu'ils ont dit, nous, on a voyagé dans ces régions-là, on peut en acheter sur tous les marchés. Donc, il y en a plus que quelques dizaines, c'était pas difficile. Qu'est-ce que ça prouve? Et alors, lui, il a dit, ah oui, mais voilà, piège de la cryptozoologie, il y a des représentations anciennes de l'animal sur les traités de médecine cambodgienne. Et c'est un bœuf qui est plus fort que le gore, qui est actuellement le bœuf le plus balèze. Donc, moi, j'ai les cornes. Je suis fondé de dire que mon Pseudonovibos existe et d'avoir publié sa description. Et enfin, il y a quelqu'un au Muséum de Paris qui a réussi à démontrer en fait que c'était de la corne de buffle donc orientale, la région indomalaise, déformée par la chaleur, travaillée. Donc, c'est un objet artistique. Et réponse du mammalogiste allemand, ça c'est merveilleux, ça c'est le syndrome du four-en-bras. C'est pas parce qu'il y a des fours-en-bras qu'il n'y a pas des rembrandts. Il a dit, l'animal s'étant raréfié, ils se sont basés sur d'anciens spécimens qui étaient authentiques. Inutile de vous dire qu'on n'a jamais trouvé de spécimen authentique à ce jour. Voilà. C'est le pistolet en savon d'Averell Dalton. Il est 17h, mais on va peut-être quand même prendre une question, ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Ah oui. Est-ce que vous avez des exemples d'animaux qui auraient réellement existé, enfin d'êtres vivants qui oui. Oui. Oui, il y a un exemple qui est classique, c'est, enfin pour moi à mes yeux, c'est les dragons volants de l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que vous avez des petits lézards, il y en a plusieurs espèces, dont l'un qui s'appelle Dracovolans d'ailleurs, qui ont des petites membranes alaires entre les pattes, et c'est des lézards arboricoles, parce que ça existe les lézards arboricoles, il y en a même en Afrique, et donc ils se laissent tomber des branches d'arbres en planant gauchement, c'est pas des grands planeurs entre guillemets. Les marins hollandais qui les premiers en Indonésie et même en Malaisie ont décrit ça au XVIIe siècle, ont suscité l'hilarité de naturalistes de cabinet, parce que ça commençait à être les sciences naturelles sérieuses à la fin du XVIIe, en disant c'est n'importe quoi. Ils appellent ça des dragons. En fait, ils ont donné le nom qu'ils pouvaient donner, parce que ça leur évoquait un dragon mythologique, et ça existe bien. Mais avant qu'en fait des naturalistes, là aussi hollandais, à cause de l'importance des colonisations hollandaises dans cette région-là, les voient de leurs propres yeux, les tuent et les décrivent, ça a suscité une perplexité et même une incrédulité générale. Bon, avant de conclure, juste pour vous signaler les ouvrages de Benoît. Alors, celui qui est le plus en lien avec ce qu'on a vu, c'est Du Yéti au calmar géant. Tout à fait. Je ne sais pas s'il en reste à la vente. Normalement, il en reste un petit peu. Donc, je vous le conseille. Enfin, ça va vraiment dans le détail et il y a beaucoup plus d'espèces que celles qu'on a évoquées ici. Et tu es peut-être en dédicace là dans le moment oui, donc vous pouvez aussi l'avoir dédicacé et lui poser les questions que je ne vous ai pas laissé le temps de poser, je m'en excuse. Et il a aussi un livre. J'étais un peu bavard aussi. Un livre passionnant qui s'appelle Les portes de la perception animale. Et moi j'y ai appris plein de choses sur on croit qu'il n'y a que 5 sens. Même chez l'humain il y en a beaucoup plus. Et alors chez les animaux il y en a encore toute une grande variété. C'est absolument passionnant. Vous pouvez l'avoir dédicacé ce soir. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Franck. Merci à vous.